Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle session des Supply Chain Leaders Webinars. Nous avons la chance aujourd'hui d'écouter le témoignage de Total Energy qui va partager avec nous comment ils ont pu gagner en fiabilité des prévisions de vente grâce à une meilleure utilisation des données et grâce à l'intelligence artificielle. Un grand merci aux intervenants, Louisa Delerba et Franck Laroche de Total Energy, François-Xavier Forest de CGI Business Consulting et enfin Yacine Zerwal de Future Master. La présentation durera 30 minutes et sera suivie d'une session de questions-réponses de 15 minutes. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long du webinar dans la section Q&A en haut de votre écran. Et je laisse à présent la parole à Franck pour commencer cette présentation. Toutes et à tous, comme je le disais sans qu'on l'entende, nous allons donc parcourir notre projet New Leave avec l'amélioration des prédictions des ventes. On commencera par le périmètre de Total Energy Marketing France et les défis auxquels nous devons répondre. On suivra le déroulement du projet et puis l'accompagnement qu'on a mis en place pour arriver à nos objectifs. Enfin, on parcourra toutes les datas qui sont les facteurs clés de réussite et puis les résultats qu'on a et les perspectives qu'on a dans la deuxième phase de ce projet. Slide suivante. Comme il a été évoqué, donc je suis Franck Laroche, je suis chef de projet New Leaf chez Total Energy. Wiza Delerba est notre responsable des prédictions des ventes. Elle abordera tous les aspects de la data et des modélisations de l'outil. François-Xavier, côté CGI Business Consulting, qui nous a apporté le support tout au long du projet, et Yacine Zerwal, qui directeur Europe au côté Future Master. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que le marché des énergies est en continuelle modification et donc nos défis sont très nombreux sur cette modification. On va commencer par un rapide scope du périmètre actuel et une partie à venir de nos énergies. On est sur la mobilité avec un développement des énergies autour du GNV, de l'électricité, une stabilisation et un début de décroissance sur les carburants. Sur la partie chauffage, on est dans les activités de bois et de pellet. Sur les parties vente de fuel, on est sur les ventes aux particuliers pour les maisons et sur les industries pour la partie industrielle des verreries ou des chaufferies de grande capacité. Et sur la partie commercialisation, nous avons donc des activités de lubrifiant, de carburant aviation et des bitumes. On va faire le scope sur la partie sur laquelle nous avons travaillé autour du projet New Leave. Nous travaillons sur les 2300 stations-service actuellement implantées en France, avec des objectifs d'optimisation des coûts de distribution et bien entendu de l'amélioration du taux de service qu'on apporte à tous nos clients. Pour ça, on a décidé de choisir la solution Future Master avec du demand planning, du demand sensing et du machine learning qui nous permet d'avoir des prédictions tout à fait proches de la réalité pour pouvoir répondre à tous nos défis et nos objectifs. Nous avons donc lancé un grand projet de transformation de nos SI avec des outils qui étaient en place depuis d'une dizaine d'années. Ces outils, je vais juste focaliser sur la partie sur laquelle on se trouve, sur la supply chain. Je vais passer rapidement sur la partie upstream qui est globalement l'import de produits finis ou de pétrole juste sur le territoire français avec toute la transformation en raffinerie. Et on se situe, nous, sur la partie downstream, sur la partie approvisionnement des dépôts primaires, le transport par camion jusqu'à nos sites et à nos clients, nos industriels et nos stations-service. Sur cette partie, nous retrouverons les besoins principaux besoins qu'on a et défis et objectifs qu'on a voulu atteindre avec le projet New Leave, à savoir de donner de la visibilité aux dépôts, la demande étant fluctuante et changeante sur ces dernières années. On a besoin d'être très précis sur nos sorties et sur les ventes qui sont réalisées par nos clients pour pouvoir améliorer l'approvisionnement de nos dépôts.
Sur un marché de transport très tendu en termes de matériel et de chauffeurs surtout, on a besoin de pouvoir exploiter notre flotte de façon la plus optimale possible et donc de trouver de la flexibilité pour répondre au mieux aux besoins des clients, ce qui fait lien avec la qualité de service, les aléas les aléas de vente au niveau de la station-service sont de plus en plus récurrentes. Et donc, on a besoin d'être très proche des besoins des clients pour pouvoir être tout à fait réactif et répondre à leurs besoins. Pareil pour la partie des aléas au niveau de la supply chain. On a de fortes problématiques d'approche. Je ne reviendrai pas sur les derniers mois et les conflits en Ukraine qui ont rajouté une nouvelle contrainte dans notre marché, ce qui fait que plus on est précis dans nos sorties, dans nos prédictions, plus on sait répondre et anticiper les aléas de cet ordre-là. Encore une fois, donc on est sur un projet qui couvre trois scopes majeurs sur nos besoins. Le premier, c'était donc de définir nos ventes et notre besoin au niveau de la station et des produits dans la station et chez nos clients industriels. Donc sur la partie prédictive, c'est ce qui couvre ce couvre le webinaire aujourd'hui. On a une partie optimisation aussi qui nous permet de rattacher ces besoins au dépôt pour couvrir les aléas d'approvisionnement des dépôts et une partie d'organisation des tournées avec la modernisation des outils des centres de dispatch qui permettent d'organiser les livraisons et d'organiser les tournées auprès de nos transporteurs. Pour cela, on a fait appel à du consulting et on a aussi demandé le support de Future Master dans notre déroulé. Comme Wiza l'évoquera rapidement, c'est un métier qu'on ne connaissait pas, la prédiction des ventes dans nos systèmes. On avait des fonctionnements statistiques et des connaissances de notre marché, mais on n'avait pas de réel métier de demand planner dans nos systèmes. On a suivi une phase de projet tout à fait classique avec des phases de cadrage et des recherches de solutions. Et puis le support de CGI Business Consulting sur la partie du pilotage et de la construction et du déploiement de l'outil. Ce projet s'est déroulé sur plusieurs mois, plusieurs années, bien entendu, au cours des années 2020 et 2021, avec entre parenthèses le travail à distance sous Covid qui voilà, n'ont pas facilité les choses, mais qui ont permis d'être tout à fait flexibles dans nos méthodes de travail. Pour couvrir au niveau du challenge, on avait sur la partie métier le besoin de changer. Ça, c'était très ancré chez nous, mais avec une problématique de changement de modèle qui pouvait trouver des réticences ou des blocages qu'il a fallu lever au fur et à mesure de la phase de cadrage. On est aussi, on a pris du temps aussi pour comprendre le marché. Ne connaissant pas tout à fait le métier et les outils, on a demandé l'appui de CGI pour nous donner des pistes sur quels sont les meilleurs outils qui peuvent nous répondre à nos besoins autour de nos objectifs. Alors, effectivement, la partie cadrage avait pour objectif une analyse fonctionnelle des futurs besoins et aussi, bien sûr, la recherche de solutions, comme Franck l'a évoqué, avec quand même un investissement préventif dans l'approche et la progression pas à pas, sous la forme de RFI, RFP, RFQ, cotation, soutenance, bien sûr, pour bien comprendre les enjeux. Et bien sûr, une phase très importante quand même qui est aujourd'hui l'identification des retours sur investissement, de manière à pouvoir évaluer les gains et estimer les coûts et pouvoir réaliser les arbitrages nécessaires. Aujourd'hui, on garde en mémoire que sur 100% de projets liés à l'intelligence artificielle, 85 se cassent un petit peu la figure par manque de cadrage. Ensuite, dans l'investissement préventif aussi, il y avait l'approche pas à pas avec des POC, Proof of Concept,
Et ça aussi, ça a donné l'opportunité, mais Louisa en parlera un petit peu plus loin, de bien sélectionner à la fois les data et à la fois les systèmes qu'on souhaitait mettre en place. Donc, le foisonnement des données, source de questionnement pour le métier. Alors, après les phases classiques d'identification de données que l'on souhaite traiter, Louisa aussi reviendra sur cette partie-là. Ce qui était important, c'était l'interprétation des résultats au sens le premier résultat, puisque on a souhaité intégrer des données internes et des données externes, et donc il fallait se poser les bonnes questions pour choisir ces données. De la même manière, le fait d'intégrer des nouvelles données qui n'étaient pas utilisées jusqu'alors dans un système qui n'existait pas forcément non plus dans un cadre plan industriel et commercial a généré la mise en place d'un nouveau modèle d'organisation avec des fonctions assez classiques donc de SNOP et à l'intérieur de ce SNOP d'un rôle de demand planner. Et pour éviter un effet tunnel par rapport au change avec les users, il était quand même très important de communiquer en permanence afin d'expliquer quels étaient les tenants et les aboutissants de la mise en place, non seulement de l'outil, mais aussi de l'organisation, pour des users qui jusqu'à maintenant n'avaient pas totalement accès à ce type d'informations. Merci François-Xavier. Alors nous, finalement, Future Master, on est les derniers arrivés dans ce projet, puisque on est l'éditeur de logiciels qui fournit la solution de prédiction des ventes à Total Energy. Alors qui on est Future Master? On est un éditeur de planification de la supply chain, un éditeur de logiciels de planification de la supply chain avec les volets classiques qui sont d'un côté la compréhension de la demande des clients et des marchés, et puis finalement la capacité à fournir une réponse à cette demande, une réponse qu'elle soit industrielle ou de distribution, que ce soit à des niveaux qui sont des niveaux opérationnels, tactiques ou stratégiques. Et donc, comme on a parlé à l'instant, François-Xavier aussi, la capacité à fournir des arbitrages entre cette demande et puis cette capacité de réponse, et donc finalement le soutien des processus SNOP. Et donc finalement, c'est un projet qui a été très piloté par la data, et donc c'est ce qu'on fait au quotidien chez Future Master. Et pour illustrer ça, Lisa va rentrer un peu plus dans le vif du sujet quand on parle de data. Merci Yacine et bonjour à tous. Juste un petit rappel rapide, même si ça a été déjà évoqué. Donc, nous avons d'abord commencé par réaliser un POC avec une start-up que je ne vais pas forcément nommer, et puis un pilote avec Future Master. Et à l'issue de la fin du POC et du pilote, nous avons choisi de lancer le projet avec Future Master, principalement parce qu'on souhaitait avoir un outil sur étagère standard qui existait, qui avait déjà fait ses preuves, et également pour la partie conseil que pouvait nous apporter Future Master sur la mise en place d'une nouvelle fonction qu'on ne connaissait pas, qui était la fonction du Demand Planner. Donc nous avons lancé le projet, on a commencé par identifier les données critiques nécessaires à notre projet, leurs sources d'information, où aller chercher ces données. Mais également, on est passé par une phase où on a interrogé énormément les métiers sur les différents facteurs qui avaient un impact sur les ventes, de façon à les prendre en compte. Donc, on a identifié un certain nombre de facteurs qui sont cités en bas à droite, donc météo, la circulation de bisons futés, les interdictions de circuler des poids lourds, les jours fériés, les week-ends prolongés de 3 jours ou de 4 jours, et puis tout ce qui concerne la maintenance en station. Donc, des études de corrélation ont été menées pour essayer de trouver et d'identifier, de quantifier et qualifier l'impact de ces facteurs. Et nous avons abouti à une modélisation de 15 variables pour prendre en compte l'impact de ces différents éléments. La solution de Future Master utilise un algorithme de demand sensing. C'est un algorithme aux multiples régresseurs. Il permet de calculer la saisonnalité annuelle, la saisonnalité hebdomadaire et la tendance de nos time series, donc de nos historiques de vente. Mais l'avantage, c'est qu'il permet également d'être enrichi
par les différentes variables externes qu'on a identifiées et modélisées, de façon à intégrer en plus les éléments impactant les ventes. Donc, grâce à cette solution, aujourd'hui, donc tous les jours, nous mettons à jour de façon automatique dans l'outil 8700 modèles de couples produits clients, de façon à prendre en compte tous les jours les nouvelles ventes qui ont été réalisées, ainsi que les différents événements et éléments à prendre en compte pour affiner et améliorer la qualité des prédictions de vente. Donc, nous calculons des prédictions de vente à la maille jour, mais également des profils de vente par cadran de 2 heures, ce qui permet en fait à notre équipe de dispatch d'optimiser les créneaux de livraison et de choisir le meilleur moment dans la journée pour livrer une station, sachant que notre souhait premier à travers ce projet était à la base de sortir du paradigme de on va remplir des stocks en station à nous allons optimiser les livraisons et les stocks en station sur base des prédictions de vente qui, elles, doivent être fiables et précises. Alors, la data. Donc, comme on le sait et comme ça a été déjà dit et évoqué, on ne le répétera jamais assez, le pilier et le facteur principal de succès d'un projet tel que le nôtre est la data. Donc, la data au sens large, donc data en qualité et en quantité. Donc, nous nous sommes posé plusieurs questions concernant la data. Laquelle retenir? Quelle quantité de données prendre en compte? Par exemple, dans notre cas, il s'agissait de définir un horizon d'historique de vente optimum de façon à ce que les algorithmes soient performants et puissants. Mais il fallait trouver un compromis entre attention, trop de data tue la data et pas assez de data ne permettra pas d'optimiser et d'utiliser les algorithmes au maximum. Donc, nous avons décidé de partir sur un horizon de 5 ans de données de vente jour, ce qui aujourd'hui est à peu près en moyenne ce qui se passe sur les différents projets. Nous avons aujourd'hui des données assez dynamiques. Donc, tous les jours, nous avons une visibilité sur ce qui s'est passé la veille. Donc, on est à J-1 en termes de données de vente, ce qui permet tous les jours de capter tous les changements qui peuvent avoir lieu d'une journée sur l'autre au niveau des ventes des stations. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il fallait. Les points les plus durs, en fait, sur un tel projet, et notamment quand on est dans une compagnie comme la nôtre, chez Total Energy, c'est la multitude de systèmes d'information et de sources d'information, et de pouvoir aller justement trouver la bonne information au bon endroit, de pouvoir la capter au bon moment, et de construire des interfaces avec les différents SI. Donc ça, c'est quand même une grosse partie assez importante de récolter la data, de la maintenir, de la nettoyer, de la qualifier et de l'utiliser au quotidien. Donc, ça fait une architecture, un schéma d'architecture technique assez complexe, mais une fois mis en place, ça tourne très bien et cela nous donne une très grande satisfaction, puisqu'aujourd'hui, on constate déjà que nos prédictions de vente ont été nettement améliorées et elles correspondent exactement à ce à quoi on s'attendait sur le plan opérationnel. Côté optimisation des coûts. Alors oui, du coup, effectivement, là, on comprend à travers ce que vient d'illustrer Wisa que la data, c'est critique. Et comme Wisa l'a bien dit, on le dira jamais assez. Finalement, nous, notre métier chez Future Master, c'est quoi? C'est de faire en sorte que cette data et finalement ce foisonnement de données qu'il y a dans l'écosystème IT de Total, on puisse lui donner du sens. Et donc, en fait, on puisse la rendre intelligible par les personnes qui doivent l'exploiter. Donc ça veut dire que finalement, il y a aussi un changement un changement de paradigme dans la fonction de prévisionniste qui est devenue une fonction de prédiction, de prédiction des ventes, puisque finalement, le responsable de la prédiction, il produit plus le plan.
En fait, il doit gérer la donnée en entrée, gérer les exceptions liées à cette donnée et être en mesure d'analyser les résultats. Et donc finalement d'être dans une démarche d'amélioration continue sans pour autant produire le plan. Alors finalement chez Future Master, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement nous on va avoir un outil qui va permettre dans un premier temps d'analyser les variables qui vont avoir du sens dans le cadre de la modélisation pour Total. Typiquement, on a évalué dans le cadre du projet 60 variables externes, en dehors des classiques tendances et saisonnalités. Et on a évalué leur impact. C'est ce qu'on voit sur le graphique sur la slide, hein. On voit finalement des données exogènes et puis leur impact. Sur la base de ces itérations, sur les 60 variables qui ont été évaluées, 15 ont été retenues parce qu'elles impactaient significativement la modélisation et du coup étaient génératrices de valeur. Alors du coup, Lisa, finalement, comment on passe d'un mode de prévision à un mode de prédiction? Oui, alors donc en fait, on passe d'un mode de prévision à un mode de prédiction déjà par commencer par préparer et faire intégrer aux utilisateurs et aux opérationnels cette notion. Donc on a dû déjà passer par un changement culturel et du change management avec une mise en place d'une organisation dédiée. On a revu un certain nombre de processus de notre organisation de façon à prendre en compte et à considérer l'importance de la donnée et de la gestion de cette donnée et essayer de faire intégrer cette notion de passer à je remplis des stocks coûte que coûte à j'optimise mes livraisons et mes stocks en station, et ce en se basant sur cet algorithme puissant qui nous a permis d'intégrer et de prendre en compte automatiquement un certain nombre de facteurs qu'on a vus qui avaient des impacts sur les ventes, qui jusqu'alors en fait n'étaient pas du tout pris en compte de façon implicite dans des calculs. On avait juste une expérience humaine qui faisait que, effectivement, on savait que en cas de grand départ en vacances, Bison Futé nous donnait les journées noires, rouges, etc. Et les opérationnels s'adaptaient en conséquence. Mais il faut dire que chaque année, ils se reposaient les mêmes questions. Ils n'étaient pas outillés pour avoir des historiques de vente assez conséquents comme on a aujourd'hui. On avait à peu près 4 semaines de vente en historique où on faisait des moyennes assez basiques dans un outil Excel des 4 derniers lundis, 4 derniers mardis, etc. pour prédire le futur. Donc on est passé par là. On a donc modifié nos processus métiers pour intégrer cette nouvelle fonction de prédiction des ventes, de Demand Planner, et se baser et utiliser les algorithmes robustes et puissants et performants qu'on a dans cet outil à travers une gestion d'exception qu'on a mise en place pour aider le Demand Planner. Néanmoins, je tiens tout de même à souligner que les algorithmes ont beau être aussi puissants qu'on le souhaite, l'expérience humaine reste indispensable pour la connaissance terrain et métier, pour maintenir l'outil, pour expliquer à l'outil ce qui se passe, est-ce que c'est normal, c'est pas normal, est-ce que les pics de vente sont normaux, acceptables, pas acceptables, et surtout pour maintenir les modèles de façon à ce que les prédictions de vente restent fiables. Donc la différence par rapport à avant porte essentiellement sur la puissance de l'outil, mais aussi sur le fait qu'on puisse capitaliser à travers cet outil sur la connaissance et l'expérience humaine qui jusqu'alors était uniquement dans les têtes des opérationnels. Donc en fait, avec des prédictions de vente plus précises, l'ambition de notre projet New Live était, puisqu'on a démarré en août 2021, donc on commence à constater les effets et les retours sur investissement de notre solution, d'optimiser le parc camion, donc pour les livraisons, de réduire les retours camions et les ruptures en station, et de réduire l'empreinte carbone et d'optimiser les plans de livraison. Donc en termes d'optimisation et de résultats de nos précisions, aujourd'hui, on a donc entre 86% de nos modèles qui ont une précision entre 75 et 93%, ce qui pour nous est sur le plan opérationnel très bon, excellent.
parce que les erreurs, les quelques erreurs ou écarts en volume entre les prédictions de vente et les ventes réelles sont largement absorbables par les contraintes opérationnelles de cuve camion que nous avons. Donc l'un dans l'autre, on arrive aujourd'hui à améliorer notre dispatch, à réduire les retours camions et les ruptures. On a même des modèles qui vont jusqu'à des prédictions de jours qui ont des qualités, des forecast accuracy qui vont jusqu'à 98 ou 100%. On arrive parfois à avoir 1 litre de différence entre notre prédiction et la réalisation, ce qui est quand même excellent. On dispose d'un historique de 5 ans de vente facilement accessible. On l'a visuellement sur des graphes, donc c'est tout à fait appréciable lorsqu'on se pose la question d'une station pour une période particulière avec un événement local, en se disant « Ah, mais qu'est-ce qui s'était passé l'année dernière ou il y a 2 ans pour le même événement ?» On connaît tous les événements qui ont lieu, alors les 24 heures du Mans, comme l'aurait dit Franck, ou le Tour de France, ou des événements locaux de festivals ou de braderies, etc. Donc là, on peut avoir l'information directement dans le système en regardant ce qui s'est passé les années précédentes. Les calculs sont effectués automatiquement. Et la nouveauté aussi, au-delà de la prédiction jour en termes de volume vendu par jour, c'est les profils de vente en intraday qui nous donnent les ventes, comment elles se répartissent par cadran de 2 heures. Et ça, c'est fortement appréciable aujourd'hui pour optimiser les créneaux de livraison. D'un point de vue projet, la meilleure preuve de réussite, hormis les chiffres qu'évoquait Wiza, c'est aussi le retour de nos utilisateurs ou des personnes qui utilisent ces prédictions. Sur la droite, on a Fabrice qui est en amont du flux et qui s'occupe de l'approvisionnement des dépôts et de rassembler tous les besoins des différents clients et qui est tout à fait satisfait des prédictions qui sont faites. En aval, Farid qui, lui, s'occupe de la coordination d'une partie des livraisons en France et qui est tout à fait aussi satisfait des prédictions, ce qui permet d'assurer des livraisons conformes aux besoins. Sur la suite du projet, on a les deuxième partie du projet qui consiste, comme je l'évoquais en introduction, sur l'optimisation du rattachement dépôt-station. Maintenant qu'on a une très bonne prédiction des ventes et donc une bonne connaissance des sorties attendues pour les clients, on a besoin d'optimiser maintenant nos rattachements dépôt-station pour rentrer dans un mode encore plus flexible, comme c'était évoqué sur la partie transport aussi, avec une partie du suivi d'exécution pour pouvoir appliquer sur le terrain cette flexibilité et ce lien avec les prédictions pour pouvoir être encore plus réactif au niveau du besoin du client et de la satisfaction du client. Une dernière vision du projet pour vous donner le scope complet. On a une dimension horizontale et aussi verticale. Horizontale puisque le système qu'on a mis en place est adaptable sur toutes les organisations de la compagnie Total Energy au travers des différentes filiales, que ce soit en Europe, sur la Belgique, les Pays-Bas, mais aussi sur la partie sud-africaine qui utilise les mêmes systèmes en partie d'outils qu'on a développés pour l'Europe. On est capable de rendre, enfin, le système est modulaire, donc chacune des filiales est dans la capacité de choisir qu'une seule fonctionnalité ou l'intégralité des fonctionnalités. Sur le slide suivant, la dimension verticale du projet, puisque les solutions mises en place sont capables de couvrir la quasi-intégralité des produits qui sont distribués sur les filiales, le jet, le bitume, les gaz naturels, mais aussi les lubrifiants, et sur toute la partie aussi des outils qui sont décentralisés, puisque chacun peut du coup choisir l'organisation qu'il voudra pour utiliser ces différents modules et couvrir l'intégralité des activités d'une filiale pour pouvoir être le plus efficace possible et répondre et augmenter la qualité de service qu'on apporte à nos clients. On arrive à la fin de ce webinaire. On va passer à la partie des questions-réponses.
Merci beaucoup Franck, et merci à l'ensemble des intervenants pour ce partage d'expérience. Alors effectivement, nous allons commencer la session de questions-réponses. D'ailleurs, je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui ont posé des questions, et nous allons tenter donc dans les 15 minutes à venir de répondre à un maximum d'entre elles. La première question, alors, avant de mettre en place cette nouvelle solution d'intelligence artificielle machine learning, quel outil était utilisé par Total Energy pour établir les prévisions? Je ne sais pas qui veut répondre, peut-être Lisa? Oui, je vais prendre cette question. Donc, en fait, je l'avais évoqué rapidement lors de la présentation. Nous avions un outil assez basique qui captait les historiques de vente des stations, et on gardait 4 semaines d'historique, donc 4 semaines glissantes, et on réalisait une moyenne des 4 derniers lundis, de chaque jour type, donc les 4 derniers lundis pour prédire le lundi suivant, les 4 derniers mardis pour prédire le mardi suivant. Donc c'était une méthode qui, au global, donnait satisfaction pour les journées normales de la semaine ou de l'année. Mais pour les jours atypiques, type jour férié, grand départ en vacances, long week-end, etc., on avait des problèmes parce que les 4 derniers lundis ou 4 derniers vendredis ou samedis ne ressemblaient absolument pas à celui qui arrivait. Donc, chaque année, c'était un peu branle-bas-combat de revoir un petit peu, d'essayer de retrouver les historiques des années d'avant. C'était du time consuming, data crunching, etc. Donc, aujourd'hui, on a directement l'outil qui nous calcule tous ces effets grâce aux différentes variables externes qu'on a modélisées. Et c'est un gain de temps inestimable, avec des précisions et des qualités de prédiction nettement meilleures. Super. Alors, une autre question. Quelle a été votre motivation pour passer en mode prédictif avec cet outil machine learning? Franck, peut-être? Le principal besoin, ça a été de remplacer les outils qu'évoquait Wiza, qui étaient devenus obsolètes pour notre marché, mais aussi techniquement, ils étaient devenus très très vieux. Et dans le cadre du projet New Live, on a défini que on avait un besoin d'expertiser chacune des fonctionnalités que faisait l'outil précédent. Et donc, d'office, en fait, une solution type Future Master est venue tout de suite comme étant la solution pour répondre à notre besoin. C'est donc l'expertisation de la fonctionnalité. Et donc, voilà, si on voulait être très bon dans la prédiction, il nous fallait un outil de prédiction. D'accord. Alors, on a compris pendant la présentation que les données étaient un élément clé. Donc, une question autour des données. Quelles sont les données nouvelles utilisées par Total Energy qui ne l'étaient pas avant? Alors, une partie de la réponse, et après je laisse Wiza Pardon. qui est la meilleure là-dessus. On a axé sur des données qui n'étaient pas prises en compte par le métier aujourd'hui. On avait une tendance à focaliser sur du transport, sur une connaissance de l'approvisionnement du dépôt et la façon de livrer la station, mais pas du tout sur des événements extérieurs relatifs à la vente de la station en elle-même. Et là, je laisse Wiza qui va préciser les choses. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, on utilisait uniquement les historiques de vente bruts. Mais aujourd'hui, grâce à l'outil et à l'algorithme qui peut être enrichi à travers des variables externes, on intègre les différents facteurs qu'on a évoqués, à savoir la météo, donc météo, précipitations et température, les jours fériés, les week-ends prolongés, les interdictions de circuler des poids lourds, et notamment pour nos stations AS24, et surtout les prévisions du trafic Bison Futé, qui nous sort un calendrier annuel avec tous les grands départs et retours de vacances, qui sont pris en compte. Donc tous ces éléments sont pris en compte automatiquement dans l'outil, alors qu'avant, c'était vraiment une expertise et une utilisation dans la tête des dispatchers en se disant attention, il y a un week-end qui approche, il faut blinder les stocks. Voilà. Ok, super.
Alors, envisagez-vous de tester la pertinence d'autres données? Louisa, peut-être vous pouvez continuer? Oui, alors déjà, pour sélectionner les différents facteurs impactants qui ont été retenus, on a essayé de balayer un peu plus largement des éléments impactant les ventes. Et notamment, certainement qu'on nous posera la question du prix, le prix du carburant. Donc, on a commencé une étude d'impact de prix sur le carburant qui, nous, à notre niveau, étant dans une entité supply et logistique et non pas dans l'entité business pur réseau, n'a pas donné grande satisfaction, essentiellement par manque de données. On revient encore à la data, hein. Mais actuellement, on a lancé avec le métier côté réseau, donc ils ont pris en charge une étude d'élasticité au prix et ils récupèrent tous les jours nos prédictions de vente et les réalisations de vente qui ont été faites. Et ils sont en train de monter justement, faire des études de corrélation de l'élasticité au prix avec les volumes. Et à l'issue de cette étude, on verra si on peut directement intégrer ensuite dans l'outil Future Master toutes ces données de prix, de variation de prix et l'impact de ces prix sur les volumes. Ce qui enrichira davantage le modèle avec une nouvelle variable exogène pour la prise en compte du prix, par exemple. OK. Alors, on reçoit énormément de questions, je dois le dire, ça intéresse vraiment les auditeurs. Alors, une question qui avait été posée, donc on avait communiqué dans le cadre de la promotion du webinaire. Ce projet a été finaliste des Rois de la Supply Chain 2022, et donc une question du même genre avait été posée. N'avez-vous pas eu la crainte de l'effet boîte noire en utilisant des modèles de machine learning? Alors, Franck, peut-être? Ouais. je prends la première partie de la réponse. L'effet boîte noire, en fait, a été un des points du management du changement au niveau du métier pour qu'on puisse valoriser le résultat et expliquer le résultat. Et par chance, l'outil nous a grandement aidés. Ouisa, si tu veux bien, on voit dans le détail en fait l'impact de chacune des variables et on est donc tout à fait capable d'expliquer le résultat qu'apporte l'outil en montrant graphiquement la pondération de chacune des variables sur le résultat qu'a apporté l'outil. Donc on n'a pas d'effet boîte noire, mais ça a été un point très important du change pour conforter le métier sur le fait d'exploiter les données qui sont sorties par l'outil Future Master. Oui, peut-être que je peux juste ajouter, aujourd'hui, je pense que point de vue intelligence artificielle et machine learning, on a différents types d'algorithmes, et notamment des algorithmes qui se basent sur des réseaux neuronaux. C'est pas du tout notre outil, c'est pas le cas aujourd'hui, parce que les réseaux neuronaux ont tendance justement à être un peu une boîte noire. Nous, aujourd'hui, on a un outil qui nous permet de comprendre et de savoir exactement quel est l'impact de chaque variable sur la part de chaque variable sur le volume vendu. Donc, on sait dire aujourd'hui c'est un jour férié, on fait plus 80% des volumes et puis moins 10% par rapport à une journée d'interdiction de circuler des poids lourds, etc. Donc, tout est assez accessible et compréhensible et on arrive à voir justement sur les journées atypiques quel est l'élément qui prend le dessus, quel est l'élément qui fait qu'on fait 200% des ventes sur ce jour-là, etc. Ce qui pour nous est très très important sur le plan opérationnel. Et il ne faut pas oublier aussi, pour adhérer à un nouvel outil, on connaît tous ça sur le plan change management, on a besoin de montrer, de prouver et d'expliquer aux utilisateurs les éléments et les résultats de façon à ce que tout le monde puisse faire confiance à l'outil et adhérer à l'outil. D'accord. Alors, comme j'ai dit, il y a vraiment beaucoup de questions, donc on va essayer de continuer un petit peu. Donc pour ce volume de 8 700 couples stations produits, il vous faut combien de demand planners? Aujourd'hui, en termes d'ETP, grâce à la gestion par exception, on est sur un ETP. Encore une fois, puisque Wiza
à monter le système qui permet de gérer par exception. Je te laisse préciser, oui. Oui, en fait, c'est sûr que c'est humainement pas possible de balayer au quotidien 8700 modèles. Donc, on a mis en place des systèmes d'alerte et de reporting et des dashboards qui permettent aux demand planners de se focaliser au quotidien sur les modèles qui nécessitent une intervention, qui nécessitent une correction. Et à travers les forecast accuracy, eh ben, on peut savoir laquelle est mauvaise et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la forecast accuracy de ce modèle. Donc, on ne balaye pas les 8700 modèles au quotidien. On se base vraiment sur toutes les alertes et les petits outils de gestion par exception qu'on a mis en place pour aller se focaliser et se concentrer quotidiennement sur les éléments qui nécessitent une intervention. Très clair. Alors, le taux de rupture en station a-t-il diminué? Si oui, de combien? Alors, le taux de rupture en station directement lié à une mauvaise estimation des prédictions de vente a réduit. Il est malheureusement noyé dans tous les autres aléas qui nous arrivent en termes de livraison et de transport. Et pour l'instant, on cherche le bon moyen d'évaluer les taux de rupture liés à la prédiction. Encore une fois, et c'est ce que Wiza a précisé, nos prédictions sont proches de l'idéal. Ils frôlent ils dépassent les 90%. Donc, ce n'est pas la problématique de la prédiction en elle-même qui évite la rupture. Là, maintenant, c'est de travailler sur les autres parties de la supply, de l'approvisionnement du dépôt jusqu'à la partie transport pour vraiment réduire. Mais la partie prédiction des ventes, on sait que, comme l'a évoqué Wiza, on ne rate plus les 24 heures du Mans, on ne rate plus les départs en vacances. On les ratait peu avant quand même, mais enfin voilà, ça nous arrivait assez fréquemment de rater un événement très local en station, et aujourd'hui ils sont directement pris par l'outil. Donc on sait que ces ruptures-là qui étaient de très courte durée à des endroits très localisés sur des produits de certaines stations, ces ruptures-là n'existent plus du fait du problème de prédiction. D'accord. Alors, une question peut-être pour Yacine. Donc, quelle distinction faites-vous entre demand planning et demand sensing? Oui, alors en fait, ce qu'on appelle traditionnellement le demand planning, finalement, c'est les méthodes de calcul de statistiques classiques où en fait j'ai une tendance et une saisonnalité, puis je vais travailler sur des données qui sont assez massifiées. Donc, je vais rarement travailler sur des données de points de vente. C'est possible, mais c'est assez rare. Et du coup, ça va être des modèles de prévision qui vont être assez fiable sur des horizons qui sont plutôt à moyen terme. Typiquement, je veux faire une prévision en mois, la météo au jour le jour, c'est pas nécessairement quelque chose qui a du sens à exploiter. Et quand on veut mais par contre, l'impact de ça, c'est que finalement, on a assez peu de visibilité sur les horizons à très court terme. Hem, Quand on fait du demand sensing, on réfléchit à très court terme. On fait de la prévision à très court terme. Et on cherche à finalement comprendre l'incidence d'événements à très court terme sur les ventes. Alors pour ça, ça nécessite d'avoir des modèles qui sont très réactifs et qui sont capables de prendre en compte effectivement des variables externes qui peuvent avoir des impacts significatifs sur les ventes. C'est le cas chez Total. Ça nécessite aussi de travailler au niveau le plus fin possible en termes de modélisation. Et dans le cadre de Total, depuis tout à l'heure, où Isa, François-Xavier et Franck parlent de stations, c'est des points de vente. Donc on utilise aussi de la donnée point de vente pour être capable d'avoir une modélisation réactive à très court terme et qui utilise des variables qui peuvent avoir un impact sur les ventes. Voilà la différence en fait entre demand planning et demand sensing. Donc évidemment, l'un et l'autre sont complémentaires, bien entendu. Ok. Alors, une question. Est-ce que le profil du demand planner a changé? Est-ce un data scientist? Alors aujourd'hui, le demand planner n'est pas un data scientist, c'est plutôt un opérationnel qui est au niveau de l'équipe supply et logistique. Nous avons au niveau de Total Energy des data scientists, mais il y en a aussi chez notre éditeur, donc Future Master. Et lorsqu'on a besoin de compléter des études ou de réaliser des études, on s'adresse à Future Master.
Très bien. Allez, il est 48, on va prendre une dernière question. Est-ce que la solution vous a permis de réduire vos stocks sécu en amont de la supply chain, ayant un niveau élevé de fiabilité des prédictions, grâce au niveau élevé de fiabilité des prédictions? Alors non, pas directement. On a des engagements qui sont multiples au niveau des stocks de produits finis au niveau du territoire français. Donc non, on n'a pas impacté ou reporté nos prédictions sur un niveau de stock. Je vais évoquer rapidement les stocks stratégiques de l'État, les choses comme ça. Donc en fait, notre stock en lui-même n'est pas forcément directement lié avec notre besoin. On est un des premiers approvisionneurs de France et on approvisionne tous les tiers que vous pouvez avoir sur le territoire. Donc non, pas directement. Par contre, comme on a une bonne prédiction, on est tout à fait capable d'identifier la part de notre besoin parmi le besoin d'appro général du pays ou au niveau d'un dépôt donné. Donc là, pour le coup, on peut affiner sur un stock donné en dépôt la part de notre besoin et de pouvoir être plus fin dans notre capacité à distribuer du carburant à d'autres entités que la nôtre. D'accord. Eh ben, écoutez, merci beaucoup. Merci à l'ensemble des intervenants. Donc, nous sommes très intéressés par avoir le feedback des participants sur ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à prendre un instant pour remplir le questionnaire en ligne que vous allez recevoir. Vous recevrez aussi l'enregistrement du webinaire très prochainement par email. Et puis, pour terminer, nous vous donnons rendez-vous, donc toute l'équipe des Supply Chain Leaders Webinars, donc de Future Master, nous vous donnons rendez-vous en juillet pour notre prochain témoignage. Donc, c'est Call Me Open, qui est filiale du groupe Medicom et leader français de la production de masques sanitaires, donc qui va intervenir sur comment construire une solution robuste de demand planning. Voilà, encore merci à vous tous et on vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.